d'accueillir ici et Georges Lannes, qui fait partie de l'équipe de l'ALEP, sera le médiateur de cette conférence. Alors, nous continuons, nous commençons. Je vous en prie, monsieur. Je peux rester assis? Oui. Bonsoir tout le monde. Vous allez courir un grand risque ce soir parce que vous allez écouter pendant un laps de temps quelqu'un qui parle avec un fort accent. Et en plus, je n'ai pas préparé un papier, mais je peux vous envoyer un texte tout préparé à l'occasion d'autres conférences. Comme je préfère le dialogue, je pense que c'est plus naturel que j'essaye, comme le disait à l'époque Montaigne, je n'enseigne pas, je raconte. Alors, le récit que je raconte aujourd'hui, c'est premièrement la situation de l'euro. Sans préalablement vous remercier d'être venus si nombreusement, la surprise est fort grande pour moi. Je n'attendais autant d'honneur que je reçois. Alors, commençons avec les récits qui est fort intéressant. La situation de l'euro, dont on dit que l'euro est stable, que le système est en train de se perfectionner, que nous sommes en train de créer encore l'union bancaire pour éviter tout risque. Je fais un bémol dessus et je vais essayer de vous expliquer selon en utilisant quelques images, pourquoi le système est resté très très fragile. Et deuxièmement, ça c'est le sujet de notre soirée, soigneusement préparé par mon ami M. Cohen, auquel j'offre tous mes remerciements pour le travail méticuleux. Quelle est l'alternative ? Dans l'invitation, il a été dit que ce sont des alternatives libérales allemandes. Elles sont tout simplement libérales. Elles tentent d'être libérales. Il n'y a rien de germanique dans ce que je dis, sauf l'accent qui vous accompagne comme je l'ai annoncé pendant toute cette soirée. Alors, partons dans un premier temps de ce constat que l'euro est stable. L'euro fête maintenant ses 20 ans. Personne n'a oublié les soubresauts qu'on a vécu en raison de la crise en Grèce, en raison de la crise au Portugal, en Irlande, en Chypre, pour ne pas parler de l'Espagne, qui a suscité ou généré des soi-disant fonds de sauvetage, dont la chancelière Merkel a dit ça va durer pendant 2-3 ans, et puis on va dissoudre ces fonds de sauvetage, dont il existe un fonds de sauvetage à l'Union européenne avec l'argent communautaire de 80 milliards, un deuxième fonds qui s'appelle the European Financial Stability Facility qui porte sur 700 milliards, c'est une société luxembourgeoise garantie par les États qui peut emprunter sur les marchés, qui a été créée au premier moment de la crise. Un troisième fonds qui celui-là est permanent, le MES, le mécanisme de stabilité européenne. Alors le mécanisme de stabilité européenne n'existerait pas si le système était stable. Comme le système n'est pas stable, il faut un mécanisme de stabilité européenne qui, de temps en temps, pour des pays instables, devenus instables par les aléas du marché, assure le financement par ce qu'on appelle des concours de stabilité, c'est-à-dire des crédits apportés à ces pays-là. Alors, s'y ajoute une politique de la Banque centrale européenne qui est qualifiée comme non conventionnelle et qui consiste de plus en plus à intervenir très activement, comme le demandent l'Italie, la France et les pays latins dans leur ensemble, sur les marchés. Alors, on discute ces fonds, leur licéité, constitutionnalité, leur conformité, leur compatibilité avec les traités européens lors des contentieux, dans le cadre des contentieux qui ont été entamés, notamment en Allemagne, dont je suis un des promoteurs et initiateurs depuis 10 ans, parce que, bien évidemment, l'interdiction de bail-out, c'est-à-dire d'aider un État en détresse, est une interdiction absolue dans l'article 125 des traités. L'interdiction de monétisation de la dette de l'article 123 du traité est également une interdiction catégorielle. Et comme vous le savez, la Cour de justice européenne est très souple en la matière et a consenti à ce que Mme Lagarde a fièrement déclaré ou qualifié comme une flagrante violation des traités. Elle l'a dit en 2010,
nous avons violé les traités pour sauver l'euro. Alors, je laisse toute cette problématique de l'aléa moral complètement à côté. Je me concentre sur un aspect de l'instabilité du système de l'euro qui comporte sur l'élément fondateur des traités de Rome, la libre concurrence et le fonctionnement des marchés non faussés par des interventions de l'État. Ça, c'est non seulement le credo de l'Union européenne ou de ce qu'on appelait à l'époque la communauté européenne, c'est la base de pensée, la base philosophique, idéologique. Oui. Restez au milieu, vous parlez beaucoup de ce côté. Madame, s'il vous plaît, vous n'interrompez pas notre conférence. Oui, non, je m'excuse. Oui, oui vous m'entendez tous, plus ou moins? Oui, comme ci, comme ça. Alors, donc, la libre circulation des marchandises et la libre concurrence non faussée par des interventions étatiques, c'est plus que le credo, mais c'est un principe fondateur des traités européens. On a voulu mettre un terme aux distorsions de la concurrence pour créer un marché commun, un marché unique. Et pour cela, on a créé le droit de la concurrence qui combat à la fois les distorsions de la concurrence émanant des entreprises, les cartels, les ententes, les grandes concentrations, des abus de position de marché et les interventions des États par des subsides. Des subsides matériels, par les douanes, par des cotisations, et des subsides immatériels par ce qu'on appelle en anglais des non-tariff barriers. Ça, c'est en somme l'essentiel de l'idée du marché commun. Alors, on a vu que le marché libre expose certains pays, comme la Grèce, qui ne sont absolument pas mûrs, ni par leur État, ni par leur culture, ni par la compétitivité de leur économie, expose ces pays à, je dirais, au marché et en conséquence à une très grande fragilité. Je vous rappelle, en 2009, la Grèce a encore emprunté avec un spread, avec un écart de à peu près 50 points de base, 80 points de base. Et une fois que le marché avait réalisé que les statistiques ont été faussées, que la concurrence ou la situation, la conjoncture en Grèce était un feu de paille, tout d'un coup, les intérêts sont montés jusqu'à 14% au court terme. Hein, ce qui a engendré une expectation extrêmement négative sur la soutenabilité de la dette grecque, qui était à l'époque dans les environs de 300 milliards. Alors, tout ceci montre que déjà à l'époque, un certain nombre de pays, pour des raisons autres que celles en Grèce, avaient du mal à s'exposer à la libre concurrence. Leurs États, les États émetteurs de dettes, devaient payer des différentiels de taux difficilement soutenables pendant un laps de temps prévisible. Tel était le cas de l'Irlande, tel était le cas pour d'autres raisons du Portugal. En Espagne, on a une crise bancaire et une crise également de l'immobilier. D'abord une crise bancaire, puis d'abord une crise immobilière, puis une crise bancaire, du fait que pour la première fois dans l'histoire de l'Espagne moderne, on avait des taux d'intérêt fixes à long terme. Et ça a donné lieu à un feu de paille dans le secteur immobilier. Alors, si on avait laissé le marché faire son œuvre, la Grèce aurait dû partir du marché, de la zone euro. Et elle aurait pu reprendre sa monnaie, elle aurait pu faire une dévaluation compétitive, et on se serait trouvé avec une situation où, pour le dire d'une façon un peu banale, les prix d'hôtel entre Athènes et Paris n'étaient pas tout à fait au même niveau. Et aujourd'hui, si vous faites la comparaison, un touriste, il paye en Grèce à peu près la même chose qu'à Paris ou dans un pays occidental. Alors, tout ceci fait que on a dû inventer un système qui essaye d'endiguer les réactions des marchés à la différence, au différentiel de qualité d'émission et à la différentiel de compétitivité des pays
de la zone plutôt méridionale de la zone euro. Alors quel est ce système aujourd'hui qui essaye d'équilibrer artificiellement les effets des marchés? Parce qu'on ne peut pas nier que la Grèce, dont on dit qu'elle est sauvée, avec d'ailleurs le même montant de dette qu'elle avait auparavant, ou l'Irlande, qu'elle a été sauvée, reste extrêmement vulnérable par la taille de leur économie, par la productivité de leurs économies, aux pressions des marchés. Alors, la première grande intervention de la Banque centrale européenne était relativement limitée. En 2010, ils ont fait des market operations, c'est-à-dire ils ont entré sur le marché, pas directement par la Banque centrale européenne, mais par les banques centrales nationales, en achetant pour un montant de 275 milliards des emprunts obligataires du côté italien, du côté grec, du côté irlandais, donc dans les pays un tout petit peu en détresse. Ça s'appelle le Security Market Program. Je ne vais pas en parler très longtemps parce que c'est déjà presque oublié et le montant dont on parle est un montant extrêmement banal comparé avec les montants qui ont été achetés entre-temps. La deuxième phase de ce programme est le Outright Monetary Transaction. Le OMT est annoncé par le discours fameux de M. Draghi, qui, face à des journalistes britanniques ou du monde financier, dit « Nous ferons ce qu'il faut pour sauver l'euro, et croyez-moi, ça sera suffisant. » Les marchés avaient interprété ça comme une disposition inconditionnelle d'intervenir notamment sur le marché de la dette italienne. Et parallèlement, on avait créé le programme Outright Monetary Transaction, c'est-à-dire une volonté, une décision jamais officialisée, c'est une politique purement déclaratoire, d'intervenir sur le marché d'un pays en détresse, à l'époque particulièrement l'Italie, pour effacer le différentiel de taux d'intérêt qui était en train de se développer, d'augmenter dans le cas de la dette italienne. Parce que, voilà l'argumentation de la Banca d'Italia, parce que le risque de réversibilité de la zone euro, le risque de collapse, comment on dit en français, de mort de l'euro, la disparition de l'euro sera plus appréciée au détriment de la dette italienne qu'au niveau de la dette allemande. Donc la Banca d'Italie a fait des études extrêmement compliquées, macroéconomiques, avec beaucoup d'équations, pour dire il nous faut ce programme de OMT pour protéger l'Italie contre les mauvais jugements des marchés. Contre les mauvais jugements des marchés. Alors, le programme est sur un plan de politique déclaratoire, il faut le dire, il faut un succès. Pourquoi? Parce que les marchés ont cru, M. Draghi, que le moment venu, la Banque centrale et le système de Banque centrale européenne feraient le nécessaire pour sauver l'Italie, c'est-à-dire pour payer ou pour acheter dans le segment en question, c'est-à-dire des obligations entre 2 et 4 ans, d'une façon illimitée. Donc cet aspect de disposition d'acheter illimité est très important pour convaincre les marchés. Alors arrive, vous le savez tous, en 2015, un autre programme, le programme Asset Purchase Program, c'est-à-dire contre la volonté des Pays-Bas, contre la volonté surtout de l'Allemagne, également contre la volonté de la Finlande, mais avec l'appui de l'Italie, de la France, un programme d'achat d'emprunts obligataires massif, mais limité par des quantités. Limité par des quantités, c'est-à-dire par mois, entre 40, 60 milliards jusqu'à 80 milliards. Alors, depuis, la Banque centrale européenne a augmenté dans son système la somme faramineuse de 3 500 milliards d'emprunts obligataires des États de la zone euro. Alors, c'est vers la fin de l'année qu'on ne va pas y ajouter en net de nouveaux emprunts. Et la question qui se pose, à quel moment est-ce que la Banque centrale européenne va essayer d'alléger sa dette?
Alors ça, c'est la situation telle qu'elle existe. Et pourquoi est-ce que ce système est un système, je dirais, d'assurance de la dette? Voyons un tout petit peu les différents acteurs. Nous avons d'un côté les gouvernements émetteurs. Alors, selon la politique de la Banque Centrale Européenne, et selon notamment les fonctionnaires de Bruxelles, la Commission, il faut protéger ces pauvres gouvernements de la zone euro contre les injustices du marché, d'un marché qui n'est pas convaincu que la zone euro sera perpétuelle ou pérenne. Alors, pour les protéger, il faut avoir d'un côté une Banque Centrale Européenne qui achète massivement, potentiellement, la dette à court terme, c'est le programme OMT, ou qui achète depuis mars 2015, chaque mois entre 60 ou 80 milliards d'emprunts obligataires, entre 2 ans et 30 ans. Alors, un bon paquet de toute la dette est entré, a fini à entrer dans le bilan du système bancaire, du système des banques centrales européennes. Alors pourquoi est-ce qu'il est tellement important de voir en même temps le travail du mécanisme européen de stabilité? Parce que la Banque centrale européenne, en vertu de l'article 123 du traité de Maastricht, c'est-à-dire l'interdiction catégorique d'acheter, de monétiser de la dette, ne peut pas acheter sur le marché primaire. Donc elle intervient toujours sur le marché secondaire. Le marché primaire, vous êtes tous les experts, le marché sur lequel le souscripteur souscrit. Il n'achète pas, il souscrit. C'est le marché entre l'émetteur, c'est la première notation, c'est la première souscription. Alors c'est là où il y a une interdiction incontournable, à partir du moment où la Banque centrale, soit la Banque centrale européenne ou les banques centrales, souscrivent directement la dette de l'État, c'est une flagrante violation de l'interdiction de l'article 123, la monétisation de la dette. C'est le rêve des ministres des Finances des pays avec une immense dette, qu'en fin de compte, la Banque centrale achète déjà sur le marché primaire, parce que c'est comme ça qu'on peut faire des émissions à des valeurs tout à fait intéressantes, à des prix, je veux dire à des niveaux d'intérêt assez bas. Alors, ça, la Banque centrale ne peut pas faire. Donc elle a besoin d'un autre player, comme on dit, d'un autre intervenant. Ce player, au cas échéant que la cotation, l'introduction sur le marché primaire se passe mal, c'est le mécanisme de stabilité européenne. Il peut prendre sur le marché primaire jusqu'à 50% de l'émission. Si vous avez, je suis un ancien employé d'une banque d'affaires, la Banque de Suisse, donc j'ai appris un petit peu comment organise ce genre d'émission. Si vous avez un client qui prend déjà 50% du paquet, l'émission est très bien placée. Vous trouvez tout de suite par la suite d'autres. C'est-à-dire la capacité du MES, avec une puissance de feu de 500 milliards, d'intervenir sur le marché primaire, a deux effets. Premièrement, l'effet, son existence communique au marché, nous sommes là, et vous pouvez très bien souscrire, parce que si jamais l'affaire n'est pas bouclée, nous y sommes. Et la deuxième communication au marché est encore plus intéressante, mais il y a une seconde après l'introduction sur le marché primaire, une autre instance, la Banque centrale européenne ou le système des banques centrales européennes qui achètent d'une façon limitée, quand même des gros montants chaque mois, et qui, contrairement aux investisseurs, ne doit pas gagner de l'argent, qui le produit tout simplement. Hein? C'est ce qu'on appelle donc dans le jargon de big investor, big eye, et cette présence d'un acheteur qui crée de l'argent fausse totalement le jeu. C'est une évidence palpable. Alors, le MES a, à la différence de la Banque centrale européenne, des fonds limités. Il ne peut pas intervenir sur le marché primaire d'une façon illimitée. Mais en prenant 50% de l'émission, c'est déjà un bon bout. Et dès qu'il engage la totalité de ses fonds, il doit également se refinancer.
Il se refinance parce que son cash est relativement limité, il a à peu près 90 milliards, alors qu'il a une capacité d'intervention de 500 milliards. C'est prévu dans les statuts. Alors comment est-ce qu'il se refinance? Il se refinance par des emprunts obligataires lui-même qu'il vend aux investisseurs, notamment des banques. Et pour que ces banques-là puissent transformer ces emprunts obligataires émis par le MES en cash disponible, eh bien, il s'adresse au système de Banque Centrale Européenne. Et comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Ben, c'est très facile, parce que la Banque Centrale Européenne, elle est le maître ou la maîtresse de la politique collatérale. C'est-à-dire, elle fait la définition dans un immense catalogue de livre en livre des valeurs financières, des valeurs mobilières qui sont susceptibles de servir comme garantie à la Banque Centrale Européenne ou aux banques centrales européennes qui, en échange, prêtent de l'argent créé par elles-mêmes, avec toujours un petit haircut, un petit spread, qui est entre 5, 6 ou un peu plus. C'est-à-dire, on utilise la politique collatérale pour clore ce circuit, pour complètement clore ce circuit. Alors, c'est ce système qui a, voilà ma thèse principale, j'espère l'avoir exposée d'une façon compréhensible, qui a totalement suspendu les forces de la concurrence. Hein? Voilà, parce que non seulement un certain nombre d'États obtient un crédit, ou autrement peut faire des émissions, à des taux qui ne sont pas des taux de marché, mais parce que le système en tant que tel manipule par la politique collatérale de la Banque Centrale Européenne la juste valeur des securities, des valeurs mobilières, des titres susceptibles d'être refinancés par la Banque Centrale. Les banques achètent notamment les titres dont ils sont sûrs que la Banque Centrale les refinance. Donc vous pouvez très bien influencer le bilan d'une banque en disant tel ou tel titre est susceptible d'être refinancé. Cette politique collatérale échappe totalement à l'attention publique. Et je peux vous dire, c'est non seulement pardonnable, mais c'est complètement compréhensible, parce qu'il faut être un mec complètement fou pour étudier ces immenses inventaires et suivre la politique collatérale de la Banque européenne. C'est un travail géant, mais on peut y retracer quand même des lignes. C'est un épée extrêmement aigu qui permet à la Banque Centrale Européenne, en plus de rendre refinançable, c'est-à-dire de rendre transformable en cash, des titres qui valent rien du tout. Alors, dans la crise grecque, la Banque Centrale Européenne a qualifié susceptible de refinancement la totalité des emprunts obligataires grecs, alors que les emprunts obligataires grecs étaient absolument une valeur nulle à l'époque. Hein? Alors, voilà donc un premier constat. Ce système n'est pas un système compatible avec le marché, c'est un système où la Banque Centrale Européenne intervient en permanence. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Où la Banque Centrale Européenne intervient en permanence pour fausser le jeu de la concurrence sur les marchés. Les marchés ne sont pas dupes. Ce système va à un moment donné être découvert par les marchés. Pour l'instant, les marchés adorent ce jeu parce qu'on peut très bien gagner en bourse, les valeurs mobilières montent, mais lorsque les bourses évoluent autrement, ça peut changer et la sympathie des marchés peut évaluer aussi. Alors, premier constat donc, si l'euro aujourd'hui paraît une monnaie stable, parce qu'à travers les soi-disant fonds de sauvetage, mais à travers ce système manipulatif de réassurance, la Banque centrale, et avec le MES, assure la dette de l'État contre les aléas du marché. C'est très très important de comprendre cela,
non seulement sur un plan technique, mais également sur un plan politique. Parce que c'est pour la première fois pour sauver un projet qui est un projet des élites de Bruxelles, l'euro, qui est devenu, je dirais, presque l'autel de l'Europe, l'autel sur lequel on sacrifie un principe tout à fait primordial, la libre concurrence. Hein? Alors, aujourd'hui, la Banque centrale est le pacemaker de manipulation systématique. Vous pouvez lire tout cela en français, si ça vous tente, dans un article, je pense, rédigé en français correct, dans l'annuaire des relations internationales, qui m'a accordé quelques pages. Ça s'appelle « La Banque centrale comme source d'instabilité financière ». On va revenir sur cette deuxième thèse, que la Banque centrale européenne est non seulement le générateur d'un système de concurrence faussée, mais qu'elle est une source d'instabilité financière un peu plus tard. Car vous avez été invité, et je vous remercie encore d'être venu, pour entendre de ma bouche une alternative, sinon allemande, mais une alternative libérale. Alors, prenons la première thèse, le système ne peut pas tenir comme ça, malgré les discours des hommes politiques. Il y a des fragilités, il y a des déséquilibres structurels qui, tout simplement par un système de transfert augmentant et croissant, peuvent être camouflés. Comment en sortir? Alors, premièrement, en arrêtant de dire il faut plus d'Europe, il faut mettre plus d'argent dans les fonds de sauvetage, ou plus de fonds dans des fonds de résolution bancaire. Alors on a bien compris que non seulement les États posent un problème, mais également les banques posent un problème. Une petite banque en déroute peut déclencher une grande crise. En Italie, vous avez beaucoup de banques qui sont très près du précipice, donc on s'inquiète beaucoup, et M. Draghi, dans son savoir tort, dit qu'il faut rapidement mutualiser les risques, et les pays nordiques doivent consentir à une garantie pour la totalité des dépôts. Premier constat, on ne peut pas continuer en augmentant les systèmes de transfert pour sécuriser l'euro. Parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle en anglais le sense of belonging au sein des pays, des peuples européens. Qui veut être responsable financièrement pour la dette grecque? Qui veut payer de sa propre poche les bêtises bancaires en Irlande? Qui veut être redevable de ce qui se passe en Espagne en raison des bêtises que les banques espagnoles ont fait dans la crise immobilière? Donc on organise par les transferts une croissante incongruité entre responsabilité financière et responsabilité de fait. Et ça, normalement, les peuples, vous l'avez vu lors du grand cri de cœur en Allemagne, dans le cas de la crise grecque, les peuples n'aiment pas trop. Hein. Je vous rappelle que les problèmes de l'Allemagne en tant qu'État fédéral, l'Europe n'est pas une fédération, c'est même pas une confédération, entre les Bavarois, les Hesse, les gens de Baden-Württemberg, les trois États, les trois régions qui subventionnent le reste. Les gens en Bavière ne sont pas très contents de payer pour les Berlinois, je peux vous dire. Et ceci dans un État fédéral. Donc c'est une source de querelle très intestine. Alors ne pas répondre à cette fragilité par un postulat de plus de transfert. C'est-à-dire, le discours de M. Macron, de ma part, je ne peux pas vous cacher, je le trouve totalement délirant. Alors qu'on voit d'une façon palpable que le système de transfert croissant mène à une plus grande friction entre les peuples en Europe, mais on dit il faut augmenter, il faut faire de l'Europe une grande mutuelle. Ceci se fait dans le souci de créer non seulement un sens de responsabilité commune, mais de créer un système dont les différentes parties, les différents gouvernements se disent si quelqu'un fait casser ce système, mais il va subir des dégâts énormes.
c'est comme un divorce que personne n'ose prononcer parce qu'il se dit mais mon mari va, ma femme qui divorce va me demander une pension alimentaire trop importante. Hein? Le divorce aura lieu tôt ou tard, c'est impossible de l'éviter s'il y a un couple est brouillé. Alors, voilà pourquoi j'ai fait une petite réflexion, comment on peut faire un atterrissage en douceur. Un atterrissage en douceur, d'une façon évolutive, par les marchés, aidé par le marché, qui nous évite notamment de retomber dans des discours belligérants entre pays européens. D'ores et déjà, vous entendez bien que l'Allemagne est profiteur de l'euro. Alors, je ne vais pas approfondir cet aspect, mais je vais vous rappeler que l'Allemagne a une créance vis-à-vis des autres pays de la zone euro de 1000 milliards dans le système des targets. Voilà. C'est un crédit fournisseur sans limite et sans garantie. Voilà. Si ça c'est le profit de l'Allemagne, je me demande qui a fait la définition, la bonne définition de cela. C'est son intérêt à maintenir l'euro. Voilà, alors ceci est quand même utilisé pour pousser l'Allemagne à dire écoutez, vous ne pouvez pas en sortir. Hein? Et comme l'Allemagne a une position clé, on peut l'aimer ou pas l'aimer, on veut essayer de l'intégrer tellement dans un système de transfert commun de façon à ce que les élites en France, en Allemagne disent mais écoutez, on ne peut pas en sortir parce qu'on aura trop de dégâts. Et personne arrive à expliquer à la population allemande pourquoi ce beau système, qui pour l'instant est corrélatif avec une prospérité énorme en Allemagne. L'Allemagne n'a jamais eu autant d'emplois, jamais autant de gens employés. Il n'y a pas de corrélation entre l'euro et... C'est une monnaie évaluée trop bas, hein, et par une monnaie évaluée pas correctement, on ne peut pas prolonger d'une façon indéfinie une prospérité. Alors comment est-ce qu'on peut atterrir doucement? Et puis en reprenant un tout petit peu la route de la genèse de l'euro. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Alors je pense le défaut inné de l'euro, c'est de l'avoir créé comme monnaie unique. Parce que la monnaie unique présuppose qu'à un moment donné, on fixe les taux d'échange entre le franc français, Deutschmark, euro, et que ce taux est éternel. Alors que nous le savons, ça également, c'est une banalité, que les taux entre les devises varient en fonction de la santé, de la robustesse, de la productivité d'un pays, en fonction de la solidité de son système bancaire. Fixer les taux, avoir l'idée qu'on peut fixer les taux d'échange, les parités entre monnaies, est une idée fixe. C'est une idée fixe qui est née dans les cerveaux des fonctionnaires à Bruxelles, qui avaient dit qu'on prend ce pari parce que, en créant une monnaie unique, on va pouvoir organiser ce qu'on appelle un catch-up process, un processus de concurrence convergente entre les pays. Alors le contraire est vrai. Les pays déjà développés, non seulement développés, mais relativement compétitifs, sont devenus plus compétitifs, et les pays avec beaucoup de mal, comme des pays, notamment dans la fabrication, comme le Portugal, ont eu beaucoup de mal. Et d'autres pays dont ce n'est pas la peine de parler maintenant, parce qu'on irait trop dans le détail, avaient beaucoup de mal. Alors donc, premier constat, le bébé est mort-né en raison de la fiction, de la thèse erronée qu'on peut avoir une monnaie unique. Alors, c'est le moment venu pour rendre hommage à nos amis britanniques, et notamment à M. Lee Pemberton, gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui, dans les années 80, disait, écoutez, commençons avec un common currency, une monnaie commune. Et son idée était à l'époque, mais on va transformer l'écu en véritable monnaie. À l'époque, c'était une monnaie avec un panier. Ce n'était pas une véritable monnaie. On crée une véritable institut d'émission et on laisse l'écu en tant que monnaie avec une banque centrale qui la gère, à côté des monnaies nationales. Et c'est cette concurrence entre les monnaies
qui va mettre les citoyens et les entreprises en mesure d'exercer leur liberté, de choisir. Parce que la liberté, ça veut d'abord signifier choisir, pouvoir choisir. Hein? Au lieu de fixer le taux d'échange. Alors l'idée, à mon avis, a été vite, grâce à l'influence de la Banque de France, enterrée, combattue, je dirais éloignée de ce qui est réel. On a rapidement associé le caractère unique de la monnaie avec une solidarité européenne, donc tous les arguments sont bons lorsqu'il n'y a pas d'argument. De toute façon, l'idée des Britanniques n'a été pas prise en considération, alors qu'elle était pragmatique. Cela aurait permis de tâtonner, de tâter le terrain, hein, et de voir comment évaluent les différentes monnaies. Peut-être les Belges auraient préféré à un moment donné cette nouvelle monnaie. Alors, je reviens sur ce principe parce que je souhaiterais en tirer, je dirais, l'essence intellectuelle. Au lieu d'attendre que le marché, à un moment dit, en raison d'une grande crise en Italie, écoutez, c'est fini, on ne croit plus à ce projet, même si M. Draghi ou son successeur dit nous ferons tout ce qu'il faut et vous allez voir, ça suffira. Hein. Une fois que le système n'est plus crédible, ça implose. Alors au lieu d'attendre ce moment d'un collapse, on dit on est responsable, on regarde l'évolution, l'Europe et sa construction, son unification ont fait beaucoup de progrès sans monnaie unique et on va réfléchir comment on peut en sortir. Quelle est l'alternative? L'alternative est on attend le marché, on attend des évolutions comme en Italie, on attend les populismes, on attend la qualification de tel ou tel pays comme bouc émissaire de toute la crise. Toute l'Italie, même les milieux les plus intellectuels, sont intoxiqués par une propagande germanophobe. Hein? Donc les problèmes de l'Italie, c'est l'Allemagne. On entend ça de temps en temps en France aussi. Hein? Parce que je suis à la télévision et c'est un discours de la droite ou des trotskistes. Hein? Ce matin sur BFM, c'était un trotskiste qui avait des idées extrêmement fantaisiste. Hein. Et lorsque je l'ai qualifié comme fantaisiste, il m'a vigoureusement attaqué. J'en suis fier. Alors, quelle est mon idée? Très simple. Eh bien, ou bien un certain nombre de pays sortent de la zone euro et se privent de ce système de réassurance. Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. La Grèce a tout intérêt à rester là-dedans et à faire chantage. À faire chantage sur les pays donateurs et à faire chantage sur le système à Bruxelles, qui a dit le plan de sauvetage de la Grèce est un succès. Hein? Alors nous devrions attendre jusqu'à 2032. Madame Merkel aura 78 ans. Elle sera déjà mémée. Hein? Elle sera plus au pouvoir. Voilà. Hein? Espérons-le. Et d'ici là, beaucoup de choses se passent en Grèce. Alors, ces pays, comme un pays comme Chypre, qui utilise sa capacité de nuisance, en disant, nous sommes très petits, il nous faut une dizaine de milliards, pas plus. Et les gens qui veulent sauver le système disent, écoutez, il faut leur donner. Donc, tous ces pays vont faire tout des pieds et des mains pour rester dans le système. La France, dans tout cela, la France est tellement fière, c'est-à-dire la France, pas vous la France, mais la France politique, les élites parisiens, voilà, je ne vais pas être plus loin, les gens qui sont très fiers de l'euro, c'est leur plus grande victoire contre l'Allemagne après la guerre sans guerre. Voilà. C'est un acquis. L'Allemagne a abandonné sa monnaie sans trop de restrictions. Elle a sacrifié sa monnaie. La France n'aurait jamais fait ça. Les élites françaises n'auraient jamais sacrifié une monnaie aussi stable que la Deutsche Mark sur l'autel de la construction européenne. N'est-ce pas, monsieur Glamour? Voilà. Bref, il y a des grandes réticences du côté d'un certain nombre de pays d'en discuter. C'est les petits pays faibles,
vulnérables, ce sont des grands pays comme la France, fiers de ce chef-d'œuvre. De ce chef-d'œuvre. Alors donc, l'initiative devrait venir de la part des pays qui, traditionnellement, ont eu la même culture monétaire, la même politique monétaire. C'est-à-dire, je dirais, les pays de la zone euro, de la zone Deutschmark, c'est-à-dire l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande, l'Autriche, le Luxembourg. Voilà le noyau dur. Ils ont également en commun d'avoir tous un excédent de la balance de paiement, à la différence de la France, à la différence pas de l'Italie, c'est un pays très excédentaire, puis d'ailleurs très très riche. Voilà. Alors, ce que je propose, c'est que ces pays, à un moment donné, adoptent une deuxième monnaie, qu'on mettra à côté de l'euro comme deuxième moyen de paiement, comme legal tender, qui le font pas pour abandonner définitivement l'euro, mais de mettre en concurrence le système de l'euro, la monnaie de la zone euro qui est l'euro, avec une deuxième monnaie qui a le même statut et qui sera abritée par une propre banque centrale européenne, une banque totalement intégrée. Ça, c'est l'un des grands défauts de la Banque centrale européenne. Elle n'est pas émetteuse de la monnaie, elle est la filiale commune des banques nationales centrales qui gèrent cette banque. Alors que, drôlement ou curieusement, c'est la filiale commune qui donne des instructions à leurs actionnaires. Donc c'est un principe de gouvernance. Alors quel est l'avantage de mon modèle, qui est un modèle, une modeste proposition? C'est une petite suggestion de réflexion. C'est pas, ça a été rédigé en deuxième édition dans un livre en 2015 en allemand. J'ai une version abrégée en anglais à votre disposition, mais c'est pas du tout fait avec la prétention qu'ont beaucoup de profs, c'est ça, c'est la solution, c'est la seule solution. Non, c'est pas le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est d'engendrer, de générer une discussion et de dire il faut avoir un plan B. Si on n'a pas un plan B, on est un très très mauvais soldat. Les soldats ou les maréchaux qui n'ont pas de plan B sacrifient leurs troupes jusqu'au bout. Il faut toujours avoir un plan B. Et se battre en retrait est le manœuvre militaire le plus difficile. Le plus difficile. Et parfois, je pense historiquement, nous sommes dans une situation, il faut avoir ce plan pour en discuter. Alors, le ministère des Finances en France comme en Allemagne disant qu'il n'y a pas de plan B. La Banque centrale allemande, la Bundesbank, est très certainement votre noble établissement, la Banque de France, refuse d'en discuter et de dire, écoutez, il ne faut pas de plan B. C'est comme le commandant en chef qui dit, alors, derrière les francs, il ne faut pas faire on dit des fausses, n'est-ce pas? Voilà, parce que nous ne pouvons pas nous imaginer de nous retirer. Voilà. C'est pas très très prudentiel. C'est pas très prudentiel. Alors, quel est l'avantage de mon projet? L'avantage, c'est, premièrement, ça engendre une discussion. Deuxièmement, c'est une façon évolutive, disons-le très clairement, de scinder la zone euro. Il y aura des pays qui restent avec la monnaie unique, leur monnaie unique, et bientôt, l'euro va dévaluer très certainement. Parce que si les pays, des pays avec une balance excédentaire vont se retirer graduellement de l'euro en transformant ou en laissant à leurs citoyens, à leurs entreprises, le choix, soit d'avoir l'euro comme paiement, comme instrument de paiement, ou je l'ai appelé le Guldenmark, ça a beaucoup plu aux Hollandais, donc la marque florin, ça va mener tôt ou tard à un démantèlement graduel de la zone euro, avec une possibilité de différenciation dans la politique fiscale, dans la politique d'exportation, en adaptant la valeur de la monnaie
à la compétitivité des différentes économies. L'euro est n'est pas assez cher pour l'économie hollandaise ou pour l'économie allemande. Et nous avons des énormes excédents d'exportation, qui dans notre balance de paiement, jusqu'à 8%, qui font l'objet de beaucoup de controverses, et parce que nous souffrons, pour ainsi dire, d'une monnaie dévaluée. Alors l'Allemagne a subi depuis 1948 16 réévaluations, et chaque réévaluation a mené à une rationalisation, un processus d'ajustement de l'économie allemande, dont l'économie allemande a beaucoup profité. Enfin, au début, c'était difficile, l'industrie s'est plainte, et aujourd'hui, les ceux en Allemagne qui défendent l'euro dans l'industrie sont ceux qui sont extrêmement actifs en exportation, parce que pour eux, c'est une facilité, c'est une rente de situation. Alors, voici un plan que j'ai décrit, que je veux finalement, je pense qu'il faut conclure, n'est-ce pas? Rapidement conclure, M. Coin, qu'on peut comparer maintenant avec ce qui se passe si on reste dans la situation telle qu'elle. Alors la situation telle qu'elle, elle n'est pas sans évolution possible, parce que les gens intelligents, et à Bruxelles il y a des gens intelligents, à la Banque de France il y a des gens très intelligents, sauf Madame Goulard, qui a été parachutée là, après qu'elle avait dit publiquement qu'elle voudrait faire une petite pause pour apporter des preuves de probité, après son stage extrêmement court au ministère des Armées. Alors, dans ces instances, il y a des gens intelligents qui savent qu'il y a des fragilités. Alors, on n'est pas peut-être d'accord sur l'identification des fragilités, des déséquilibres et des causes, mais il y a des risques dans ce système. Et pour assurer les risques, la réponse de Bruxelles et la réponse de ce jeune président super européen, M. Macron, c'est plus d'Europe. C'est la réponse, je dirais, monotone. Intellectuellement, c'est presque une litanie. S'il y a des problèmes, c'est plus d'Europe. Et plus d'Europe, ça veut dire quoi pour la zone euro? Eh bien, il faut approfondir la zone euro. Approfondir la zone euro veut dire qu'il faut transformer le MES en Fonds monétaire international, en Fonds monétaire européen. Pour faire quoi? Eh bien, et votre excellent gouverneur me l'a dit, droit dans les yeux, donc j'ai un témoin, pas contre vous, mais voilà, pour être enfin libéré de ce méchant Parlement allemand qui pour chaque petit crédit d'une centaine de milliards ou de 50 millions doit préalablement en plus en discuter. Le MES n'est pas opérationnel, ne peut pas agir lorsqu'il y a un Parlement avec des députés librement élus. On délibère préalablement. Ça ne correspond ni à l'urgence de la situation, ni à la solidarité qui s'impose. Alors, donc, l'approfondissement de la zone euro, c'est d'en finir avec ce pays, l'Allemagne, où le parlementarisme a mené, en plus la Cour de justice constitutionnelle, le tribunal constitutionnel, à faire jurisprudence très nette. Chaque crédit doit être voté préalablement par le Parlement. Chaque prise en risque, chaque prise en charge de risque doit être préalablement. C'est quand même un droit fondamental d'un citoyen, par l'intermédiaire d'un Parlement, de surveiller les finances. Alors le deuxième élément de ce Fonds monétaire européen, c'est d'avoir une plus grande liberté d'instruments. Parce que les instruments au sein du MES sont limités. Il y a, dans un premier temps, la possibilité de faire des crédits pour des pays qui n'ont plus l'accès au marché dans des conditions supportables. C'est déjà à discuter ce que ça veut dire. Et dans la faillite ou dans le dysfonctionnement, mettrait en péril toute la zone euro. Alors, on veut en finir, on veut être beaucoup plus généreux, on veut accorder des crédits aux pays, tout simplement s'ils sont dans le besoin. Même si ces pays, leurs finances ne sont pas indispensables pour la zone euro.
Et troisième élément, ça c'est aussi intéressant, normalement, avec le MES, il y a toujours, va de pair, ce qu'on appelle un country program, donc une conditionnalité, c'est-à-dire préalablement à l'accord du crédit, le pays doit se soumettre à des conditions relativement pénibles d'adapter ou d'ajustement ses finances. Alors, c'est de fait, en termes économiques, une dévaluation interne, qui remplace la dévaluation externe, et qui est beaucoup plus difficile à opérer qu'une dévaluation externe. Une dévaluation externe veut dire qu'on peut moins importer et on ne peut pas voyager tellement à l'étranger, alors qu'une dévaluation interne veut dire qu'on coupe de 50% les pensions des juges retraités en Grèce. Ben, c'est normal qu'ils gueulent lorsqu'on subit ce genre de sacrifice. Alors voici un tout petit peu le panorama de l'approfondissement de la zone euro, c'est-à-dire finir avec la démocratie fiscale en Allemagne et notamment dans les autres pays qui ont des systèmes pareils, autoriser un fonds monétaire européen à intervenir à son gré, sans contrepartie, et d'ajouter toutes sortes d'autres instruments, par exemple une ligne de crédit en cas de difficulté conjoncturelle. On évoque toujours le cas de la Finlande où la quasi-faillite de Nokia a perturbé le pays. Donc ce genre de pays devrait rapidement recevoir une ligne de crédit. Mais vous connaissez toute l'histoire de la Cassa del Mezzogiorno. La Cassa del Mezzogiorno a été créée après la guerre pour développer le sud de l'Italie. Le sud de l'Italie montre aujourd'hui encore le même écart de compétitivité par rapport au nord, mais la Cassa del Mezzogiorno est devenue de plus en plus grande. Voilà, donc je ne peux pas m'imaginer que ce plus d'Europe avec un fonds monétaire européen peut nous aider beaucoup. Alors, l'autre bout de l'accomplissement, du perfectionnement, c'est l'union bancaire. Les risques dans les banques sont incomparablement plus importants que dans les budgets des États. Et l'explosion d'une banque, d'une seule banque, vous vous souvenez encore pour tous, au Crédit Lyonnais, peut, je dirais, mettre le contribuable à contribution, à véritable contribution. À l'époque, ça coûtait à peu près 50 milliards d'euros. Alors, l'idée, c'est de créer une union bancaire. Cette union bancaire a été déjà créée. Elle repose sur plusieurs instruments, sur plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle le Single Supervisory Mechanism, SSM, donc le mécanisme de surveillance unique. Et comme on n'avait pas d'autorisation dans d'autres traités, on a trouvé que l'article 127, paragraphe 6, qui dit que certains actes en relation avec la surveillance bancaire peuvent être transférés à la Banque Centrale Européenne. Or, comme on interprète à Bruxelles les autorisations du traité avec une extrême largesse, on a carrément transféré la quasi-totalité de la supervision à la Banque Centrale Européenne. En fonction des bilans, du volume de bilan, 80% du volume des bilans des banques de la zone euro se trouve maintenant sous la responsabilité de la Banque Centrale Européenne. Alors, j'espère que vous allez saisir l'immensité de cet acte. La Banque Centrale Européenne, par la politique monétaire, et notamment à travers la politique collatérale que je viens de vous exposer, elle détermine pratiquement la composition des bilans des banques. Elle peut inciter les banques d'acheter telle ou telle valeur, tel ou tel titre, en fonction de sa définition de l'éligibilité de cette valeur mobilière d'être refinancée. Et cette même instance, la Banque Centrale Européenne, qui influence d'une façon directe la structure des risques des banques, et puis par la politique de taux d'intérêt, je dirais, créer un cadre tout à fait élémentaire pour la profitabilité des banques, elle devrait en même temps surveiller les risques de ces mêmes banques. Alors c'est un conflit auquel on ne peut pas échapper.
Et à Bundesbank, je crois des hommes honnêtes à la Banque de France, il y en a beaucoup, on n'a pas osé nier ce conflit d'intérêts. Alors, on trouve toujours une réponse à ce genre de, je dirais, d'imperfection dans les détails. On a inventé une structure de gouvernance qui crée une supervisory board au sein de la Banque centrale européenne, qui est sur un plan d'organisation détaché, qui est même dans un autre bâtiment, et qui prépare les décisions en matière de tutelle de banque, qui sont actées quand même par le directeur de la Banque centrale européenne. Actées comment? Par silence. Voilà. Ça, c'est un cas unique. Ce n'est pas une anecdote que je vous raconte. C'est-à-dire ils prennent une décision sur telle ou telle banque, et le directoire de la Banque centrale européenne l'approuve par silence, par non-contradiction. Un des éléments extrêmement promoteurs dans cette instance-là est M. Ignazio Angeloni, un des nombreux Italiens, très sympathiques, comme tous les Italiens, qui au sein de la Banque centrale européenne ont une extrême ambition de dégermaniser cette banque. Hein. Ça suffit que cette banque se trouve à Francfort, c'est déjà trop de germanité, il faut chasser les Allemands de tous les postes. C'est pour ça que le débat sur M. Weidmann, si M. Weidmann devient président est complètement théorique. Hein. C'est une façon de... Voilà. Alors donc, nous avons cette incongruité, cette incompatibilité, et ce devoir de la part de la supervision de constater des banques et leur probabilité de faire faillite. Like failing or likely to fail. Alors, il faut terminer rapidement, je vais terminer rapidement, je vais conclure, je vous promets. Il n'y a pas de supervision de banque sans avoir une capacité de résolution, et le cas échéant de liquidation. Et le projet de l'union bancaire a été justifié par un souci tout à fait élémentaire pour toute libérale. Les banques font partie de l'économie libérale, il faut que les banques avec un business model qui a raté soient liquidées. Voilà pourquoi on a dit qu'il ne faut pas laisser ça exclusivement aux tutelles nationales. La tutelle nationale, la Banca d'Italia, se considère plutôt comme une protectrice des banques. D'ailleurs, elle a comme seule banque centrale en Europe des banques dans son capital. Mon livre sur M. Draghi et ses responsabilités en tant que gouverneur de la Banca d'Italia pour le secteur bancaire est assez parlant à cet égard. Alors, on a transféré la capacité de résolution au Single Resolution Mechanism à Bruxelles, géré par une agence européenne, le Single Resolution Board, qui, pour liquider les banques, peut avoir recours au Single Resolution Fund, qui, vers 2024, devrait avoir à peu près 55 milliards d'euros. C'est une petitesse compte tenu de la probabilité d'un secteur bancaire en crise ou de deux grandes banques qui sont en faillite. C'est d'ailleurs une des failles dans le système qui a été cernée par le tribunal constitutionnel allemand, notamment également les modalités de cotisation, c'est-à-dire on vise 1% des dépôts. Pourquoi est-ce que 1% des dépôts sont suffisants? Il y a dans le détail beaucoup de choses. Alors, pour liquider en fin de compte une banque d'une certaine taille, le Conseil européen, la Commission, devrait donner leur aval au Single Resolution Board, à l'instance de résolution bancaire. C'est-à-dire le processus n'est pas détaché à une agence et rendu indépendante, mais il est totalement politisé. Et comme les Italiens ont besoin des banques pour le refinancement de la dette de l'État, ils ont tellement besoin de leurs banques qu'ils les soignent, qu'ils ne peuvent pas supporter la moindre liquidation, et ils interviennent en amont. Nous avons eu un certain nombre de banques régionales qui ont été dans une situation difficile. Cet organisme de résolution bancaire a voulu agir
et l'autorité italienne a dit écoutez, on va s'en occuper. Et le cas le plus notoire, c'est celle de la Banca Monte dei Paschi di Siena, le numéro 3 des banques, qui est une espèce de banque à tout faire dans la région de Toscane, avec une influence extrêmement politique. Il y a sur Arte d'ailleurs un film très remarquable qui s'appelle La mort d'un banquier. J'ai apporté à ce film quelques commentaires sur la responsabilité de monsieur Draghi. Donc l'Italie est tout simplement intervenue en amont en recapitalisant cette banque. Elle a pris sur le marché 18 milliards, donc plus de dettes, pour recapitaliser les banques et pour dédommager les épargnants qui avaient acheté des emprunts obligataires émises par la Banca Monte dei Paschi di Siena. Alors, tout ceci n'est pas encore suffisant. Selon Bruxelles, il faut que le MES, le mécanisme de stabilité, apporte un soutien au fonds de résolution, alors que le MES est réservé aux aides d'État et pas aux aides de financement. C'est-à-dire, on peut facilement imaginer comment le discours plus d'Europe va préparer des surprises que nous attendons tous de la part d'une administration de Bruxelles qui est aussi incapable que son président. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Un petit mot. Oui. Vous avez évoqué les longues listes de créances achetées par la Banque Centrale Européenne. Je dis à chacun, allez sur la Banque Centrale Européenne via Internet et vous aurez les longues listes de ces créances. Deuxième petite remarque, tout votre propos s'est donc articulé sur les taux d'intérêt, sur cette fausseté en matière de taux d'intérêt. J'opposerai d'autres conférences qui ont eu lieu ces derniers temps, comme ce qu'on appelle la monnaie électronique, le Bitcoin et compagnie, qui pour l'instant n'a strictement rien à voir avec cette question des taux d'intérêt. Autrement dit, il convient de faire une grande différence entre ce qu'on dénomme d'un côté la monnaie et ce qu'on dénomme de l'autre côté la finance. Malheureusement, des organismes et des technocrates du genre Draghi et ses amis confondent les deux considérations et amènent au désordre dans lequel on se trouve. Dernier mot et j'en ai fini, n'oubliez pas le point de départ que nous a donné le professeur, c'est cette question du droit de la concurrence, ou plus exactement de la vraie concurrence. Non faussée, la concurrence non faussée. C'est ça, sans qualificatif. Cette concurrence au départ n'a pas été justement définie par les juristes. Et je n'en veux pour preuve que Jacques Rueff, qui était à l'époque membre de la CECA, qui a précédé ce marché commun de 1957, et qui a eu comme objet d'essayer de faire comprendre aux gens ce qu'il fallait entendre par concurrence. Malheureusement, dans le discours actuel, tout cela a été mis dans la poubelle et j'en viens à la fin de l'exposé du professeur, on est dans la solidarité, on est dans les transferts, ce qui n'a strictement rien à voir avec tout ce qui concerne l'Union économique européenne. Cela étant, nous écoutons... Juste une précision avant les questions. Oui. Rappelons que Jacques Rueff est le fondateur de l'ALEPS. Et si vous pouviez poser des questions en parlant très fort, ça nous arrangerait.
Et si le professeur pouvait faire des réponses très courtes, Oui. ça permettrait à beaucoup de gens de poser des questions. Non, c'était très bien, très bien. Jean-Pierre, à choisir. Alors, si j'ai bien compris, votre proposition de plan B consiste à créer une monnaie commune à côté de l'euro. Pourquoi ne pas simplement, enfin c'est le cas pour moi, ne pas simplement cesser d'interdire comme monnaie l'usage de l'or et de l'argent en permettant de payer ses impôts avec de l'or et de l'argent, de faire de créer des banques qui puissent émettre une monnaie fondée sur... Ça pourrait se faire dans les différents pays, ça rentrer en concurrence avec l'euro. Alors, vous touchez à un problème très important que mon estimé et vénéré collègue Philippe Simoneau a traité dans un livre sur les talents d'or. C'est le problème du sous-jacent de toute monnaie de papier. Alors, regardez un tout petit peu les réserves en devises et en or de la Banque Centrale Européenne. Hein, c'est presque zéro, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Les fonds propres de la Banque Centrale Européenne sont presque négligeables. Alors que la solidité d'une monnaie dépend, entre autres, des sous-jacents. Ce que j'appelle des sous-jacents, c'est-à-dire des garanties. Une de ces garanties, il n'y a pas la compétitivité de l'économie et la robustesse de l'économie, c'est ce qui est dans le bilan de chaque banque centrale. Alors s'il y a création d'une monnaie parallèle, comme je le propose, qui sera un moyen de paiement légal, ce qui est un processus juridique très compliqué, très contestable, et j'attendrai le moment venu beaucoup de contestations de la part de Bruxelles. J'ai négligé un peu ce problème, vous le trouvez dans mon livre, mais les problèmes juridiques sont dans une situation d'urgence toujours surmontable. Eh bien, dans ce cas-là, les pays unifiés par une monnaie, une deuxième monnaie, devraient créer une banque centrale beaucoup plus intégrée, à mon avis, que la Banque Centrale Européenne. Je pense qu'un des défauts du système d'euro, c'est qu'on n'a pas doté le système d'une banque centrale, je dirais, équipée avec des devises et des réserves suffisantes. Elle vit tout à fait de la volonté de ses actionnaires de suivre sa politique. Si demain, M. Jens Weidmann rouspète un petit peu en disant il s'interroge sur la licéité de telle ou telle mesure, et ce que je lui ai proposé à plusieurs reprises, personnellement, parce qu'on se rencontre au tribunal constitutionnel régulièrement, il est très gêné par mes propos lorsque je lui dis la solution, messieurs les juges, c'est pas le gouvernement, c'est pas le Parlement allemand, c'est M. Weidmann. Et M. Weidmann, qui n'a pas la puissance de volonté, refuse de rouspéter, de dire je m'interroge sur la licéité de telle ou telle mesure. Parce qu'ici, le faisait, le programme est mort. Les deux programmes, Outright Monetary Transaction, et le programme dit de Quantitative Easing, c'est-à-dire le Expanded Asset Purchase Program, avec les deux composantes, obligations d'État et obligations corporate, sera mort à partir du moment où la Bundesbank dit j'en achète pas, parce qu'ils sont d'actionnaires à 25%, et la crédibilité du programme dépend quand même de la participation de la plus grande banque centrale par le volume. Si en plus les Hollandais suivent, le programme est quasiment mort. Avec ça, le système s'écroule tout de suite. Moi, je ne veux pas que le système s'écroule. Je ne suis pas du tout anarchiste. Je suis un homme de l'ordre. Hein, et j'aime beaucoup l'ordre. Hein, donc c'est mon côté prussien et protestant, hein, peut-être. Voilà, et les débordements qu'on a vus en France ces derniers jours, ça je trouve ahurissant. Hein, voilà, c'est pas ça qu'il faut pour forcer le dialogue. Je veux surtout pas de désordre, parce que le désordre, le collapse, crée des situations dont tire profit des gens qui s'intéressent absolument pas à la reconstruction européenne, à la modification de l'architecture européenne. Je reste extrêmement pro-européen, hein, et par souci de la construction européenne, que je vois mis en péril par ce fou projet de l'euro, je plaide pour une sortie douce. J'étais pas très bref, excusez-moi. C'est bon. Ça vite, une autre question.
On peut en parler. Oui, vous dites que vous n'êtes pas pour le désordre. Vous voulez, je dirais, comment dirais-je, vous proposez une solution quand même qui n'est peut-être pas de désordre, mais qui est quand même de division. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, on aurait un euro, entre guillemets, faible, avec des pays qui sont pas assez compétitifs, et puis une autre monnaie, des pays forts, des pays nordiques, on va dire, pour aller vite, et qui serait, je dirais, le haut standard, ou voilà, une monnaie beaucoup plus forte. Et donc, ça, c'est votre solution, mais est-ce que ça n'est pas provoquer quand même une chise, enfin une division comme ça, une fracture entre deux Europes de forces inégales, et est-ce que c'est, enfin je sais pas, est-ce que c'est souhaitable? Écoutez, je vous remercie de cette question parce qu'elle vise un point très vulnérable, pas dans le fond de mon idée, mais dans sa communication. Alors dire qu'un pays est très fort lorsqu'il a un monnaie fort est une conclusion complètement erratique. Il faut avoir la monnaie à sa valeur juste. La valeur juste, c'est la valeur que le marché donne à cette monnaie. Alors aujourd'hui, pour reparler de la Grèce est emprisonnée dans l'euro. Emprisonnée dans l'euro, parce qu'elle ne peut pas, à bref échéance, faire une dévaluation interne aussi importante pour faire des gains de productivité. Dans le passé, l'adaptation était toujours la dévaluation. Et ça a permis à l'économie de respirer, de s'adapter, de limiter les importations, d'inciter les gens à venir dans le pays. Voilà, tout le processus nécessaire pour rapidement, par les forces du marché, permettre une adaptation. Ça permet au moins d'ouvrir une fenêtre pour laisser entrer une brise d'air, une brise d'oxygène. Voilà, ça n'a rien à voir avec un mépris du pays. Non, mais ça n'a rien à voir avec vous, mais bon, c'était pas centré sur la Grèce, mon propos. Oui, mais j'ai bien compris que votre souci, c'est entre autres la France et les autres pays latins, et c'est bien légitime. La France, elle est entre le sud et le nord. Voilà, voilà, je n'ai pas à parler pour la France, et mon souci n'est pas, je dirais, d'avoir la France en dehors ou de telle ou telle zone. Ce sont les Français qui doivent en décider, et en fin de compte, ce sont les consommateurs et les entreprises qui peuvent en décider. À partir du moment où nous assouplissons le régime monétaire, en rendant utilisable cette deuxième monnaie que j'ai baptisée, pour faire plaisir aux Hollandais, la marque Florin, mais si la France, en toute sa sagesse, adopte ce régime, d'écouter, c'est la deuxième monnaie légale, les Françaises et les Français, les entreprises françaises ont également cette option. Par ailleurs, alors vous pouvez aujourd'hui déjà facturer ou formuler vos contrats dans telle ou telle, libeller vos contrats dans telle ou telle monnaie. Les banques centrales ont essayé toujours de discriminer l'utilisation des monnaies non-legal tender. Même dans le Code civil en Allemagne, on trouve des règles discriminatoires au détriment de la concurrence des monnaies. Mais là, on aurait une monnaie qui sera paiement légal. Quelle est la différence par rapport à la situation de l'utilisation d'une monnaie étrangère aujourd'hui? Si vous payez votre Mercedes ou votre Citroën par le legal tender, le concessionnaire qui n'accepte pas l'argent que vous mettez sur la table, il se met en sursis, il est en demeure. Voilà, ça c'est la conséquence légale. Donc vous pouvez déclencher ce processus sur un plan de droit civil. Si vous convenez avec lui d'acheter un Renault ou un produit Nissan avec telle ou telle monnaie, telle ou telle devise, c'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable. Alors donc, la discussion sur les monnaies parallèles n'apporte intellectuellement pas une innovation extraordinaire. C'est tout à fait faisable d'ores et déjà aujourd'hui, mais en privilégiant une monnaie comme legal tender, comme paiement légal, on permet une introduction dans l'économie avec plus de facilité. Alors, à partir du moment où deux économies ou deux sphères économiques en Europe ne peuvent pas cohabiter,
ou qui peuvent cohabiter tout simplement au détriment du budget des uns des autres, où leur culture monétaire est différente, ben, il faut le divorce. C'est toujours comme ça dans un couple. Voilà. Et la choix, c'est divorce amiable ou divorce dans la terreur. Et moi, je préfère toujours le divorce à l'amiable, ce qui existe un peu de raison. Mais on peut en parler plus tard. Vos soucis sont les miens. Oui, alors pour simplement rebondir sur la question, je crois qu'effectivement elle est très pertinente, parce que quoi que vous disiez, quelle que soit la justification sur le plan technique, l'interprétation politique et géopolitique qui en serait faite serait tout à fait déplorable. Tout à fait. La France n'intégrant pas cette nouvelle monnaie le vivrait extrêmement mal, ça fait pas longtemps. Bien sûr, bien sûr. La justification. Mais ma question n'était pas là. En fait, la création de l'euro, elle a été imaginée un peu par Mitterrand et Kohl au début des années 90, et ils ont un peu parié qu'une intégration monétaire entraînerait une intégration politique. Et cette intégration politique, elle devait venir avec, si je me rappelle bien, donc le traité de 2006 qui n'a pas été voté, c'est pas Lisbonne, si. C'était bien avant, oui, oui, ça devrait, oui, oui. Voilà. Ça a fini par Lisbonne. Et ça a fini, oui, enfin ça a fini par Lisbonne, mais initialement c'était pas Lisbonne, puisque les Hollandais et les Français d'ailleurs... Oui, c'était la Constitution européenne. C'était la Constitution européenne, c'était un véritable acte politique qui suivait, voilà. Et donc ce que je voudrais, ma question est la suivante, la crise des subprimes a été un incontestable révélateur de la faiblesse de l'euro, ça fait pas l'ombre d'un doute, il suffit de regarder la convergence des taux d'intérêt avant et la divergence juste après la crise des subprimes. Donc ma question est la suivante, est-ce que vous croyez que la problématique de l'euro aujourd'hui, elle est réellement monétaire, ou est-ce qu'elle n'est pas, est-ce que sa source n'est pas réellement le non-vote de cette constitution européenne qui aurait permis une intégration politique, et cette intégration politique était justement un peu le pari raté de Kohl et de Mitterrand, qui avaient misé sur une intégration monétaire dont suivrait l'intégration politique, parce qu'ils avaient bien senti qu'une intégration politique dès le départ n'était pas possible. Oui, merci de cette question plus que pertinente. Puis-je me permettre de vous rappeler plusieurs faits. La soi-disant constitution européenne n'en était pas une constitution, n'en était pas une. C'était un traité qu'on a baptisé constitution. Il était relativement semblable au traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne est la même chose, modifié avec les ciseaux, donc un peu simplifié. Le traité baptisé constitution ne prévoyait pas d'union politique, c'est clair. Alors, il était question d'une fédéralisation, d'un véritable gouvernement européen, ce dont rêve la France, certains, du gouvernement économique. Voilà. Alors, ceci a été offert par Kohl à Mitterrand, en disant, écoutez, l'Allemagne est prête à partager un gouvernement européen, à y jouer une partie pas tout à fait hégémoniale. Alors la France était le pays qui était le plus opposé à l'union politique. Alors l'Allemagne l'a proposé à l'époque parce que le président de la Bundesbank, M. Tietmeyer, avait dit « Union monétaire sans union politique, ça ne peut pas marcher ensemble. C'est très difficile. » Voilà. Mais la France, et là je reviens sur votre question, a une drôle de position. Elle veut avoir... Ça, c'est le rêve français. Hein. Monsieur Hollande en a écrit un livre, Le rêve français. Le rêve français, c'est très facile. Le beurre et l'argent du beurre. Hein. C'est une simplicité totale. Alors, l'union monétaire est une influence française plus que notable sur la politique monétaire, échapper à cette méchante hégémonie de la Bundesbank, hein, et à la dépendance du franc français par rapport à la Deutsche Mark, et sans partager la souveraineté politique. Voilà. Alors, ce rêve devient un cauchemar lorsque la France envoie à Bruxelles un commissaire comme M. Moscovici. Hein, parce que M. Moscovici, soutenu par M. Juncker, dont vous savez ce que je pense de lui, et qui a dit qu'on n'applique pas le pacte de stabilité parce que la France, c'est la France. Hein. Alors, il a rendu totalement ridicule la France.
c'est un personnage très perfectible. Ça de Juncker ou Moscovici? Pardon? De Juncker ou Moscovici? Pardon? De Juncker ou Moscovici qui est Je perfectible? pense que le cas de Juncker n'est plus perfectible. Hein. C'est amorti. Hein. Et donc vous êtes d'accord? Il a besoin d'un hôpital et d'une véritable cure. Hein. Une union monétaire sans union politique. Alors, donc, regardez un tout petit peu cette position, et j'aimerais bien en parler avec franchise. Parce que beaucoup de gens en France pensent on peut avoir les deux, l'union monétaire sans l'union politique, et au sein de l'union monétaire être le seul à ne pas respecter, non seulement pendant une année ou 2 années, mais en permanence les règles de stabilité. Alors, c'est mon reproche plus sévère que je fais à l'actuel gouvernement, de ne pas avoir utilisé les belles années de croissance pour mettre de l'ordre dans les finances publiques. Parce que l'État français vit toujours au-dessus de ses moyens. Et on peut en faire une descriptive caricaturale. Il y a 200 États souverains dans le monde, il y a 300 ambassadeurs de France. Et dans ma promotion, il y a une fille qui s'appelait Clara Guimard, à l'époque elle s'appelait Clara le Jeune, et bon, elle s'occupait beaucoup de ses enfants, il y en a 9, et ça ne l'a pas donné satisfaction entière, donc elle a demandé à M. Chirac d'être nommé ambassadeur itinérant. Voilà, alors. M. Michel Rocard était nommé ambassadeur de France. C'est comme ça que Mme Ségolène Royal est ambassadeur au pôle. Alors, ce ne sont que quelques exemples. Ceci, au Danemark, en Finlande, en Allemagne, attirait tout de suite le mécontentement public. En France, c'est supporté. C'est l'apanage qu'on donne aux grands de ce monde. Les républicains ou les gens qui ont des grands mérites, et un protestant aussi fragile que M. Rocard, que j'ai personnellement beaucoup aimé, a accepté tout cela sans gêne. Donc, sur ce plan-là, la France devrait avoir une espèce de Tea Party, très rapidement. Hein, et la lettre des contribuables, ça c'est absolument pas suffisant. Il faut démocratiser, il faut des gilets jaunes en matière de combat contre le gaspillage du côté de l'État. Et dire aux Français que l'État, en remboursant les sommes énormes par la taxe d'habitation, voilà, crée des forces importantes qui peuvent rendre service à la productivité de la France. Voilà. Excusez-moi, j'étais un peu lent, j'ai traité un grand nombre de sujets. Oui, vous avez souligné la capacité des élites bruxelloises. Il y a également un autre élément aujourd'hui qui est un facteur d'impasse, c'est qu'apparemment les citoyens européens sont très attachés à l'euro. Je pense à ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe en Italie. Apparemment les citoyens de base ont très peur pour leur épargne et sont aujourd'hui les meilleurs avocats de l'euro tel qu'il fonctionne. Comment est-ce que vous envisagez le plan B dont vous parliez justement tout à l'heure? Alors, les soucis des épargnants ne consistent pas à préserver ou à sauvegarder l'euro. Les épargnants ont un souci partout dans le monde, non seulement en Europe, c'est défendre la valeur de leurs épargnes. Et compte tenu des épargnes limitées de la plupart des citoyens, c'est un sentiment, c'est un souci tout à fait légitime. Alors, si nous continuons le chemin que je vous ai tracé, si nous faisons toujours plus d'Europe, nous continuons à mutualiser les risques. Et comme disait Milton Friedman, there is nothing like a free lunch. À un moment donné, quelqu'un doit payer. Voilà, pensez que nous pouvons éviter les frais d'une crise bancaire en Italie en balayant les frais d'un sauvetage d'une banque sur tel ou tel fonds à Bruxelles, crée l'illusion que celles et ceux qui ont fait les cotisations sont contents de cette situation. Je peux vous dire, parler vraiment des soucis, les caisses d'épargne en Allemagne, qui sont un secteur politiquement très vigilant, représentant une clientèle modeste, des entreprises et d'artisans extrêmement attachés à cette institution, sont farouchement contre l'union bancaire, sont farouchement contre le plus d'Europe en matière d'assurance des dépôts. Ils ne disent pas trop
bruyamment le secteur coopératif, qui est un secteur extrêmement lucratif en Allemagne. Ils sont farouchement opposés à plus d'Europe. Ils ont le même souci que vous, le souci de leurs épargnants. Et c'est dans l'intérêt de leurs épargnants qui ne veulent pas faire des cotisations dans un fonds de restructuration en Allemagne, dont la totalité est transférée à Bruxelles. Sur les 55 milliards que nous aurons en 2024 à peu près, 20 milliards viendront de l'Allemagne. De la part de banques qui ont leur propre système de garantie. Vous n'avez jamais vu une seule banque coopérative déposer son bilan en Allemagne. Et s'il y avait des dépôts, le groupe a fait le nécessaire. Vous n'avez jamais vu une seule caisse d'épargne déposer officiellement son dépôt. Le groupe a fait le nécessaire, la solidarité du groupe. Donc ces gens-là gueulent, et leurs clients avec eux. Donc je pense qu'il faut avoir le courage de tirer un bilan. Et de ne plus croire à ces discours optimistes de Bruxelles, parce que les gens de Bruxelles, comme les gens à la Banque de France ou ailleurs dans les banques centrales qui profitent beaucoup de ce système, sont dans un dilemme de prisonniers. Ils sont les inventeurs de ces systèmes. Ils ne peuvent pas admettre que le système ne fonctionne pas. Hein? Alors 15 jours après sa destitution, le président, le secrétaire général du Parti communiste est-allemand, M. Honecker, en 1989, fêtait le 40e anniversaire de la RD en disant « Le socialisme est irréversible ». Hein? C'est un moment où il y avait des symptômes de crise un peu partout, où il y avait des comités de citoyens qui discutaient déjà des plans B sur le modèle de... Quelqu'un qui, dans cette position, n'admet jamais l'échec, parce qu'il se prive tout de suite du pouvoir. Il y a un exemple qui vous illustre ce dilemme de prisonnier, qui est historique, qui est beaucoup plus dramatique. C'est Hitler en 1944. Au plus tard, en 1944, après la démolition des 4 armées au centre et au sud, c'était clair, l'Allemagne était battue. Nous étions dans une situation comme en 1918. C'était totalement dépourvu de sens militaire de continuer le combat. Et pourtant, ce type complètement fou et à la limite de la pathologie a continué le combat. Résultat, autant de soldats morts de juillet 1944 jusqu'au mai 1945 que comparé avec l'époque de 1939 jusqu'à 1944. C'est-à-dire, plus tard qu'on arrête un expériment, c'était pas un expériment, là, c'est une campagne criminelle, mais reparlons un peu, vous comprenez, j'utilise cela tout simplement pour illustrer la réticence d'un homme politique de se mettre, de faire un pas à côté et de dire « j'ai commis une erreur ». Madame Merkel a fait la plus grande erreur en disant « si l'euro échoue, l'Europe échoue ». Alors, elle est prisonnière de cette phrase-là. Elle ne peut pas admettre que le projet est quand même extrêmement fragilisé. Les élites parisiennes ne peuvent pas dire que ce qu'ils ont propagé depuis 30 ans était une erreur. Alors, ce que j'entends, M. Trichet, qui d'ailleurs beaucoup vieilli, je l'ai rencontré il y a un mois à Berlin, il tient absolument le même discours qu'il y a 20 ans. Il dit qu'il y a des petites difficultés, mais en fin de compte, je suis optimiste. À son âge, il faut être optimiste. 3 dernières questions, Stéphane Couvreur, Philippe Cambourakis et Laurent Arnaud. Oui, Stéphane Couvreur. J'avais une question pratique sur le découpage de l'Europe entre les deux monnaies et le cours légal. Parce que, prenons par exemple le cas de l'Allemagne, l'Allemagne sera dans la zone Golden Mark, ça veut dire que le Golden Mark aura cours légal et on pourra payer ses impôts en Allemagne avec cette monnaie. Est-ce que l'euro aura également cours légal en Allemagne et on pourra payer ses impôts en euros aussi, ce qui me paraîtrait très, très dangereux, ou est-ce qu'il y aura bien 2 zones avec chacune son cours légal, 2 zones séparées? C'est une question aussi extrêmement pertinente mais très technique. Alors la question si les créances fiscales sont libellées en euros ou en la nouvelle monnaie relève de la compétence de l'État. Voilà, c'est à lui de décider. Deuxièmement, et ça c'est peut-être le fond de votre question, il faut absolument faire ses adieux d'un système de cours d'échange, de cours de parité fixe. C'est-à-dire... Un cours flottant entre les deux.
Ça se fixe par le marché. Ça se fixe par le marché. Hein, et c'est d'ailleurs un tout petit peu l'espoir caché des pays qui soutiennent cette proposition, dans la mesure où l'euro dévalue et le Golden Mark se réévalue rapidement. Ça renchérit non seulement les exportations hollandaises et allemandes, donc nous aurons moins de déséquilibre dans un champ qui est vivement et à juste titre critiqué, mais nous aurons encore, en plus, à rembourser beaucoup moins de dettes libellées en euros. Hein. Il y aura rapidement sur le marché un système d'arbitrage, là je suis sûr. Mais je serais absolument opposé à fixer le Golden Mark, à fixer le cours d'échange d'une façon définitive. C'est l'erreur fondamentale de l'euro, hein, d'avoir créé la fiction que le cours peut être fixé d'une façon irréversible entre les pays participants. Philippe Cambourakis. Alors, votre approche est technique, mais est-ce que le problème n'est pas réellement politique? Parce que d'abord, l'euro a été créé sans demander, on n'a pas demandé au peuple. Vous adoptez la monnaie de l'euro et en conséquence, il n'y aura pas de déficit public pour éviter les transferts. D'autre part, vous avez cité abondamment l'exemple de la Grèce. Je n'en parlerai pas, mais j'ai des remarques à faire. Troisième chose, aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes est justement, je crois, la conséquence de la politique de la Banque Centrale Européenne et de la politique économique actuelle, parce que ça a provoqué une inflation des actifs, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, de nombreuses personnes ne peuvent pas se loger. Quand on parle des personnes qui ne peuvent pas se loger, c'est une conséquence directe de cette politique-là. Donc une politique d'inflation au niveau de l'ensemble de la société. Et c'est cette politique-là de déficit financée par la Banque Centrale Européenne, par la Banque Centrale, qui démontre que on enrichit les riches et on appauvrit les pauvres par le déficit budgétaire et qui est directement la conséquence de l'appauvrissement de la population. Alors, pour revenir le plus rapidement, ou pour répondre à votre dernière question, elle soulève un problème vraiment majeur et un reproche qui est bien fondé, peut-être dans un discours politique un peu nuancé, un peu adapté. C'est un fait qu'en raison des capitaux qui vont dans le secteur immobilier, où on peut emprunter aujourd'hui, où on peut obtenir des emprunts à taux extrêmement favorables, beaucoup de gens en Allemagne ont investi dans ce secteur. Il y a toujours plusieurs causes de cela. Premièrement, les gens ne sont pas rassurés sur la stabilité de la valeur de la monnaie. Deuxièmement, ils achètent parce que les taux sont extrêmement avantageux. Et tout le monde dit, mais cette période, cette embellie va se terminer à un moment donné. Donc on dit, la pierre, c'est sûr, on achète la pierre. D'où vient un renchérissement, je dirais, non seulement du prix de l'immobilier dans les grandes villes, mais du loyer. Les loyers à Munich, à Francfort, pour ne citer que ces deux exemples, sont devenus difficilement à payer pour une famille de revenus normal. Alors ça, c'est le premier reproche qu'on fait. Le deuxième reproche, c'est la politique à taux zéro a fait profiter aux gens qui ont investi en bourse, qui ont les moyens d'investir en bourse, qui ont parfois financé sur leurs achats au crédit et qui ont mené le niveau des bourses, qui ont mené le cours des bourses à des niveaux presque historiques. Alors, c'est l'inflation des actifs que les banques centrales ne veulent pas prendre en considération pour déterminer leur taux d'inflation. Alors, je me bats bec et blanc pour que les taux d'inflation d'actifs soient pris en compte également. Pourquoi? Parce qu'ils se répercutent sur la qualité de vie. Ils se répercutent sur la capacité. Si quelqu'un avait sur son compte 100 000 balles, pouvait acheter un petit studio, et après 5 années de quantitative easing, il doit en payer le double, eh bien, il a perdu son pouvoir d'achat. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas en tenir compte? Alors, ceci montre également, monsieur, que le soi-disant souci de monsieur Draghi se trouve la stabilité de prix définie comme inflation des prix de consommation autour de 2% est un motif totalement factice. Totalement factice. Le renchérissement des gens déjà relativement aisés est un effet secondaire pas vraiment voulu,
hein, contrairement à ce que disent les trotskistes, mais c'est un effet, je dirais, négligé, qui crée beaucoup de remous, qui crée beaucoup de mécontentement. Mais je dirais, c'est pour cela que l'heure de vérité vient et viendra sous peu lorsqu'il faut organiser la sortie de cette politique. Et je suis très curieux comment, notamment dans la situation actuelle en Italie, M. Draghi compte organiser ou moins initier cette sortie. Parce qu'il faut commencer doucement et permettre au marché de s'adapter. Ceci dans une situation où le numéro 3 des économies en Europe, l'Italie, est en plein déséquilibre, non seulement économique, mais surtout politique. Vous savez, c'est une marche sur la corde raide. Laurent Arnaud. Oui, merci pour votre exposé, c'était passionnant. J'ai deux questions que j'ai pas, sur des sujets que je n'ai pas compris. Le premier, c'est pourquoi vous avez dit que l'Allemagne avait 1000 milliards de créances. Oui. Si vous pouvez détailler, je n'ai pas compris. Et le deuxième sujet, c'est la situation. Si un État fait défaut sur de la dette qui est détenue par la Banque Centrale Européenne, qu'est-ce qui se passerait? Alors, la deuxième question est la question à la fois plus compliquée et plus facile pour y répondre. Ce cas est complètement ignoré. Prenons un exemple tout à fait, je dirais, commun que j'utilise dans mes cours. La Banque centrale du Portugal a acheté certains montants de dette. Et puis le gouvernement dit non, je ne peux pas honorer ma dette. Dans ce cas-là, il y a dans les statuts de la Banque centrale européenne même une stipulation particulière qui, en cas de perte, permet à la Banque centrale qui a subi ces pertes, qu'elle a subies dans l'exécution d'une politique monétaire décidée communément, d'être compensée. La stipulation de l'article 32, alinéa 4, laisse ouverte quel est le montant de cette compensation, ne parle que de compensation, mais ça montre que le système n'est pas complètement étanche. Si ce n'est pas le Portugal, si c'est l'Italie, les montants sont tels qu'une compensation, non par la banque, mais par les autres participants, devient presque théorique. Donc, la Banque centrale européenne a intérêt à éviter ce genre de cas. Et ça n'arrive que dans le cas où le gouvernement et la Banque centrale d'un pays sont en total désaccord. Ce serait aux autres États de compenser. Tout à fait, tout à fait. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le tribunal constitutionnel allemand a soumis ce programme à la sagesse de la Cour de justice européenne pour savoir s'il y a risque commun, parce que s'il y a risque commun, le Bundestag est dans le coup. Hein, on ne pourrait pas décider une politique monétaire qui aurait des conséquences fiscales. Alors la première question, beaucoup plus compliquée, je vous renvoie sur un livre qui est très bien à cet égard, qui s'appelle The Euro Trap, le piège de l'euro, écrit par mon collègue Hans-Werner Sinn, ancien président de l'IFO. Vous le trouvez partout. Je vous laisse même un bout de papier pour écrire quelque chose, mais votre génération préfère l'écrire tout de suite sur son smartphone. Donc, M. Sinn sera content de votre question. Alors, lorsque quelqu'un au Portugal achète un bien en Allemagne et le vendeur en Allemagne le vend, la vente se réalise à travers ces deux banques commerciales. Voilà, qui discréditent les comptes réciproquement. La compensation est faite au niveau de ces deux banques-là. Alors le vendeur et l'acheteur sont payés, ils règlent, c'est leur banque qui communique, mais ces deux banques communiquent par l'intermédiaire des banques centrales. Et les banques centrales additionnent la totalité des créances et la totalité des dettes. Et sur ce plan-là, il y a entre, par exemple, la Banca d'Italia et la Bundesbank, la Banque centrale allemande, un excédent au profit de l'Allemagne de 500 milliards. 500 milliards. Alors, ensemble, l'Allemagne a des créances de 1000 milliards. Mais ces créances ne sont pas des créances comme dans l'ancien régime, des monnaies nationales, de banque centrale nationale contre banque centrale nationale, avec l'effet qu'à un moment donné, la banque centrale aurait pu dire, écoutez, je souhaiterais que vous me réglez, ou que vous me donnez des gages.
Ce système est un système sans gage, dans lequel la banque centrale qui a la créance, la Bundesbank, ou prenons la banque nationale la banque centrale des Pays-Bas, c'est le même problème, mais en taille plus petite, a une créance vis-à-vis de la Banque centrale européenne. Parce que la Banque centrale européenne sert comme centrale de paiement. C'est-à-dire, le créancier a une créance contre une banque, contre une instance, qui n'est pas son débiteur économique. Voilà. Et il ne peut pas demander non plus à la Banca d'Italia d'apporter des gages pour cette créance. Alors, celles et ceux qui disent que l'Allemagne est le plus grand profiteur, la plus grande profiteuse de l'euro, ignorent totalement ce système. L'euro a créé un système de crédit fournisseur sans limite et sans gage. Voilà. Hein? Alors, j'aimerais bien savoir qui profite de qui. Alors, la réaction des Italiens est très simple. Ils disent: nous ne sommes pas coupables, c'est la compétitivité allemande. Voilà. Hein, donc vous avez dans le concert des nations européennes, on est très complaisant. Hein, voilà. Si je comprends bien, si j'achète une machine à laver allemande, oui, les 200 € que je vais payer, ils ne vont pas être transférés dans une banque allemande. Tout à fait. Voilà, par la Banque centrale allemande. La Banque centrale allemande ouvre dans son compte de compensation une position de 200 € vis-à-vis de la Banque centrale européenne, qui n'en est pas vraiment débitrice. La débitrice, c'est la Banque centrale nationale du pays où est le... Donc alors, en plus, celles et ceux qui rêvent de la démocratie doivent quand même sauter au plafond, parce que le système de target n'a jamais décidé, discuté, abordé par un parlement, par un gouvernement. Ça a été créé par les banques centrales comme prolongation du système d'euro, qui est aujourd'hui devenu un système de déséquilibre extraordinaire. Bien, s'il vous plaît, avant de remercier le professeur Marcus Kerber et le professeur Georges Mann, nous vous rappelons que le jeudi 6 décembre, c'est l'Assemblée Générale de la LEPS, où sera d'ailleurs décerné le prix du livre libéral 2018. Grand merci au professeur Marcus Kerber et grand merci au professeur Georges Mann pour